Aujourd'hui, on va vous présenter comment mobiliser l'équipe pour mobiliser les patients. Donc, mon intervention ne présente aucun conflit d'intérêt. Alors, tout d'abord, pourquoi mobiliser les patients en réanimation, On a commencé par s'inspirer de la littérature qu'il y avait déjà eu sur ce sujet et des études. Et on en ressort que l'immobilisation prolongée est responsable de complications plus faciles à prévenir qu'à guérir. Cela réduit les troubles physiques et la perte de force musculaire. Cela réduit la survenue des troubles cognitifs et la durée des déliriums. Cela réduit la durée de ventilation mécanique et la durée d'hospitalisation. Ça augmente et facilite le retour d'autonomie des patients, mais surtout que c'est faisable et peu risqué selon la littérature. Et enfin, on s'est surtout appuyé sur les recommandations des sociétés savantes en 2013. Alors, suite à ces recherches, on a fait un peu l'état des lieux de notre service. Ça va aller chercher les inconvénients et les avantages de notre équipement dédié à la mobilisation et chercher l'appréhension un peu de notre équipe ou des questionnements par rapport à cette mobilisation. Donc on va faire un petit tour en réanimation rochelaise. Ne vous préoccupez pas de ce qui est en vert barré, c'est l'unité de surveillance continue qui fait partie intégrante à la réanimation. Non, nous ce qu'on voulait vous montrer, c'est les 16 chambres de réanimation qui sont de différentes tailles. Vous voyez qu'en rouge, on a les plus petites chambres, en jaune les plus grandes et en bleu les intermédiaires. L'avantage de ce service, c'est qu'on dispose d'un long et large couloir qui nous permet de faire circuler les patients lorsqu'ils marchent. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Comme je vous le montrais sur le plan, voici une petite chambre. Vous vous rendez compte que si on rajoute du matériel, un respirateur, une deuxième colonne ou même une machine de dialyse, l'espace devient plus confiné et l'accès aux patients est plus compliqué. Vous pouvez remarquer que les gaz et l'alimentation sont sur le côté gauche dans cette chambre, ce qui n'est pas l'avantage dans toutes les chambres. Comme dans cette grande chambre où les gaz et l'alimentation sont sur le côté droit. Mais vous voyez que dans cet espace, si on rajoute du matériel, on peut tout de même circuler auprès du patient. L'avantage aussi, ce que nous sommes rendus compte, c'est que nous étions riches en équipements dès le départ. De fauteuils obèses, fauteuils normaux à coque, de pédaliers pour travailler les membres subres ou inférieurs, de lève-malades, de différentes tailles de déambulateurs à roulettes, un cyclo-ergomètre et une plateforme de type retourne obtenue dernièrement. Malheureusement, dans notre service, nous ne sommes pas encore informatisés. Nos chers médecins utilisent donc leur plus belle plume pour remplir les prescriptions médicales chaque matin. Mais l'équipe soignante doit utiliser leur plus belle écriture pour transmettre tous les soins et médicaments effectués sur chaque patient sur la main courante. Maintenant que je vous ai présenté un peu notre service et notre matériel, je vais vous présenter l'équipe. Un groupe homogène, jeune, dynamique, avec un personnel motivé et porté par le projet de mobilisation précoce, et un personnel plus dubitatif, un peu réticent à mobiliser les patients intubés, avec notamment quelques questions sur la sécurité des patients, la peur de faire une chute d'un patient, d'arracher un catéa, une voie centrale, même parfois d'extuber, mais la peur également de se faire mal, mobiliser plusieurs fois des patients dans la journée. Également le manque de temps. Clairement, quand on a un patient instable dans un module ou une entrée qui est assez compliquée, est-ce qu'on va avoir le temps de mobiliser les autres patients? Est-ce qu'il ne va pas falloir réorganiser nos soins dans la journée? Et est-ce vraiment bien le rôle d'un soignant en réanimation de mobiliser les patients? Déjà qu'on a pas mal de soins spécifiques en réanimation, dont la surveillance, les nursing, les pansements, les médicaments, les familles à gérer également. Donc grâce à cet état des lieux, on a pu en tirer les avantages et les inconvénients de notre service, de notre équipement dédié à cette mobilisation. Et on s'est rendu compte qu'on était vraiment riche dans le service, et connaître les appréhensions de l'équipe. Nous, du coup, on a réfléchi à comment mobiliser l'équipe en s'adaptant à notre service et notre matériel. Tout d'abord, on a cherché à informer l'équipe lors de réunions, plusieurs réunions dans le service, en leur expliquant la littérature, les études, sur quoi on s'appuyait pour mettre en place ce protocole. On a valorisé également ce qu'on faisait déjà. Bien sûr, avec notre kiné qui est arrivé à 100% dans notre service, motivé, et avec le matériel, on s'est rendu compte qu'on mobilisait déjà bien les patients. On a voulu développer la culture de la mobilisation, notamment en s'axant sur la communication et la coordination. C'est-à-dire que chaque intervenant sur ce patient, sur le patient qu'on doit mobiliser, a son mot à dire, que ce soit le médecin, le kiné, l'infirmier ou l'aide-soignant. Puis on a proposé un protocole de service. Notre protocole, le voici. Excusez-moi, je vous présente après. C'est juste qu'on a fixé un objectif
lors de ce protocole, c'est de mobiliser les patients au moins 40 minutes par jour en fonction de leur niveau d'éveil et tonus musculaire. On a mis 40 minutes de façon arbitraire, tout en sachant qu'on incluait les nursing, les toilettes et pourquoi pas les mises au fauteuil. Voici notre protocole. Donc, sous forme de tableau, il est affiché dans chaque chambre de réanimation. Il est couplé à un protocole dans notre service, un protocole de sédation, qui se calcule grâce au score de Ramsay. Alors, vous pouvez voir dans un premier temps, en haut, c'est sur les patients sédatés, ou plus ou moins comateux, donc un Glasgow inférieur à 8, où on va venir effectuer la mobilisation passive, notamment grâce à notre kiné lors des massages, lors des mobilisations des membres supra et inférieurs. Mais on a inclus également les toilettes et les nursing. Les soignants mobilisent les patients lors d'échanges. Puis dans un second temps, on va s'intéresser sur les patients éveillés, donc un score à Ramsay à 2 ou 3. On va vraiment venir appuyer sur la mobilisation des membres inférieurs, en essayant d'axer sur la mobilisation active du patient. Ça se calcule grâce au score MRC à 3, c'est-à-dire que le patient peut lutter contre pesanteur en levant les jambes. Et de cette manière-là, on va venir au maximum venir motiver le patient à se mobiliser tout seul, avec aide bien sûr, pour aller au fauteuil intubé. Vous voyez qu'on peut associer différents exercices comme la table de verticalisation, les pédaliers vélo à bras et les travails d'équilibre. On a aussi incorporé les travails d'aide à la toilette où le patient fait lui-même sa toilette et prend ses repas en autonomie. Je vous le disais, on n'est pas encore informatisé, il a fallu changer nos prescriptions papier. Tous les matins, nos médecins remplissent une prescription où ils contre-indiquent, oui ou non, s'il y a une mobilisation à effectuer ou pas. Cette mobilisation n'est pas figée dans le temps. Grâce à cette communication qu'on a mis en place entre l'aide-soignant, infirmiers, kinés et médecins, elle va pouvoir évoluer dans la journée. On sait que notre patient il peut devenir instable dans la journée, comme il peut évoluer sur un bon plan, et on va pouvoir peut-être adapter différents exercices. Nous avons également mis pour l'équipe soignante, lors des transmissions dans la main courante, une petite étiquette à venir coller. Cela nous permet de savoir si notre patient a été mobilisé, comment il a été mobilisé, de façon passive ou active, s'il y a eu malheureusement un arrêt prématuré, mais ça nous permet de savoir combien de temps a été mobilisé notre patient et voir son évolution tout au fil de son séjour en réanimation. Rappelez-vous, notre service était compliqué. Il y avait différentes tailles de chambres, des petites en rouge, des grandes en jaune et des intermédiaires en bleu. Donc on a vraiment voulu s'adapter à ce service et on a vraiment standardisé chaque levée de patient au fauteuil. De cette manière, vous pouvez voir la photo. Cette photo, notre patient est intubé au fauteuil. Chaque levée patient en réanimation à La Rochelle est levée côté voie centrale. Vous voyez la colonne de pouce-seringue dans son épaule extérieure. Le respi est situé entre le lit et fauteuil, épaule intérieure. Le lit, hauteur minimale au niveau du fauteuil. Et dans cette situation, s'il doit y avoir un retour en urgence, qui était la plus grosse crainte de l'équipe, clairement, le médecin va venir à la tête sécuriser la sonde d'intubation, la voie centrale. On va venir effectuer 2 patients sur le côté un ou deux soignants sur le côté gauche ou un ou deux soignants sur le côté droit. Et aux ordres du médecin, on a juste une translation à effectuer sur le lit. Et notre situation d'urgence est au calme, il n'y a aucun problème. Je peux vous le jurer que on n'a eu aucun problème sur des retours au lit. Ce qui a permis de réconforter l'équipe. Et également pour la marche, quand nous effectuons la marche, comme je vous le disais, on avait l'avantage d'avoir un grand couloir. Vous voyez, on a beaucoup de matériel à emmener. Il faut prévoir un déambulateur pour le patient. Notre kiné va venir sécuriser la sonde d'intubation, ça va être là pour le motiver. On va avoir un médecin aussi avec nous pour faire suivre le matériel et encourager le patient. Et chaque patient est suivi d'un fauteuil, car en cas d'arrêt prématuré, le patient est remis au fauteuil et retour en urgence dans la chambre et au lit. Suite à ça, nous avons été un peu curieux, on a voulu faire une démarche d'évaluation dans notre service, clairement c'est entre nous, pour savoir où on en était dans la mise en place de protocole. Ça fait 1 an qu'on l'a mis en place. Donc nous avons sélectionné 48 dossiers 1 mois avant et 37 dossiers 6 mois après. Alors les résultats ne sont pas très subjectifs, car en fin de compte, on aurait certainement dû prendre des dossiers, voire 1 an ou 2 ans avant, parce
Parce qu'un mois avant, on était déjà dans la culture de la mise en démarche de la mobilisation précoce dans notre service. Mais on est quand même heureux et surpris de voir qu'on mobilise précocement nos patients à 1,5 jour. Notre moyenne de mobilisation est à environ de 27 minutes, ce qui est plutôt bon, sans compter les mises au fauteuil. 82% de nos patients en réanimation sont au moins levés une fois dans leur séjour en réanimation. On voit qu'on a augmenté les transferts actifs également des patients, on les stimule à fond. Et au moins un patient sur 5 a marché en réanimation. Ce qu'on en conclut, et c'est là que c'est clairement plus subjectif, c'est qu'on a clairement une bonne adhésion de l'équipe qui a pris confiance en eux. Je me souviens de certaines personnes qui ont des années de réanimation et qui se sont dit non, clairement, on ne va pas lever les patients intubés. Et grâce à nous, référents de l'équipe, on a su aller chercher, leur dire si, on va les lever, tu vas voir, on va te mettre en sécurité et ça va le faire. Et clairement, ce sont eux maintenant qui sont les plus en confiance et les plus encouragés à lever nos patients. On a également une valorisation de mobilisation lors des soins courants. J'ai dans la tête un patient qui avait une grosse neuropathie de réa et qui a commencé par de la position passive, puis on a continué avec du cycloergomètre, du pédalier, du lever au fauteuil. Et notre patient est clairement parti sur ses deux jambes, il est reparti en marchant. Donc nous, l'équipe, ça nous fait plaisir, on se rend compte qu'on ne fait pas ça pour rien. Et on a également un retour positif donc des soignants, des familles et des patients, car tout le monde se rend compte de l'évolution de notre patient. Et les familles sont heureuses de le voir, de changer de position de chaque jour, de le voir pédaler ou d'aller au fauteuil, de pouvoir interagir avec lui. Malgré ça, nous avons quand même des axes d'amélioration, clairement. On doit améliorer la période où les patients sont sédatés, dite comme de la mobillisation passive avec le cycloergomètre, où là on est encore un peu fragile. On doit améliorer également la coordination et la communication entre les intervenants. Chaque intervenant a une vision différente selon le soignant, donc l'infirmier, l'aide-soignant, le kiné ou les médecins. Clairement, il faut vraiment prendre en compte ce que dit chaque intervenant. On le sait tous, c'est que les aides-soignants sont en première ligne. C'est le patient qui va se confier à l'aide-soignant, si on va être dans une sphère un peu plus intime. Et c'est à lui de rapporter s'il y a une baisse de morale ou s'il ne le sent pas. Et tant pis, aujourd'hui on ne fait pas de mobilisation et on revient demain en plus grande forme. En conclusion, on a des effets positifs sur l'équipe soignante, les patients et les proches. Clairement, on l'a tous vu. Ça a un effet bénéfique pour tout le monde. On se rend compte de l'avancée suite à cette mise en place de ce protocole. Malgré tout, il nous reste des axes d'amélioration, comme je vous l'ai dit, sur la mobilisation passive et la communication. Mais on y travaille encore et encore, et avec un groupe vraiment motivé, on l'a vraiment senti, c'est ce qui nous fait plaisir dans ce protocole, c'est qu'on a vraiment senti une adhésion des soignants, ce qui a permis aussi à certains médecins ou nos médecins qui venaient d'arriver un peu sceptiques, qui voient que l'équipe se bouge pour bouger nos patients. Et on travaille encore du coup sur l'ouverture de la stimulation cognitive et des soins courants en incluant par exemple les patients on va les stimuler pour qu'ils fassent leur toilette, qu'ils mangent. Et petit à petit, voilà. Pardon. Merci de votre attention.